La salle d'audience était si silencieuse, que je pouvais entendre la climatisation bourdonner, au-dessus du bureau du juge. Mon petit frère, Richard, s'est adossé à sa chaise, et a souri comme un homme, qui avait déjà gagné. « Profite bien de ta retraite », a-t-il dit. Quelques personnes dans le public ont jeté un coup d'œil vers moi. Puis, il a ajouté la partie, qu'il appréciait manifestement le plus, sans maison. Le sourire sur son visage n'exprimait pas la colère. Ce n'était pas non plus du chagrin. C'était de la satisfaction. Le genre de satisfaction qui vient, quand on croit avoir enfin vaincu quelqu'un, avec qui on a été en compétition, toute sa vie. Je l'ai regardé pendant un moment. Puis, j'ai souri, mais, tu as oublié une chose. L'avocat de Richard a soudainement levé les yeux, de ses papiers. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai croisé mes mains calmement, devant moi, car le document que Richard m'avait forcé à signer, n'était pas ce qu'il croyait. Et l'héritage, dont il s'était vanté au cours des 8 derniers mois, ne l'était pas non plus. Mais, pour expliquer cela, je dois revenir à la semaine, où mon père est mort. Je m'appelle Evelyn Carter. J'ai 67 ans. J'ai pris ma retraite de la marine des États-Unis, après 26 ans de bons et loyaux services. La majeure partie de ma vie d'adulte s'est déroulée à bord de navires, sur des bases militaires, et dans des bureaux, où chaque détail comptait. J'ai appris la discipline, la patience, et, chose peut-être plus importante encore, j'ai appris à ne pas paniquer, quand tout le monde autour de moi, perdait la tête. Ces leçons finiraient par me sauver, bien qu'à l'époque, je ne le savais pas encore. Mon père, Walter Carter, est décédé un jeudi matin pluvieux, à Norfolk, en Virginie. L'appel est arrivé juste après le lever du soleil. Je buvais un café, dans ma petite maison de ville en banlieue de Richmond, quand mon téléphone a sonné. Le numéro qui s'affichait était celui de Richard. Je le savais, avant même de répondre. Personne n'appelle si tôt, pour annoncer de bonnes nouvelles. Papa est décédé ce matin, a dit Richard. Sa voix semblait étrange, ni triste, ni émue, simplement plate. De la même manière que quelqu'un, qui ne fait que rapporter une information. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Peu importe à quel point une relation peut être compliquée, perdre un parent change quelque chose, au plus profond de vous. Même quand on s'y attend, même quand on a passé des années, à s'y préparer. Mon père et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Walter Carter était un homme fier, un homme dur, le genre d'homme qui croyait que l'affection rendait les gens faibles. En grandissant, j'ai passé des années à essayer d'obtenir son approbation. D'excellentes notes, du sport, des bourses d'études, et le service militaire. Rien ne semblait compter. Quoi que j'accomplisse, ce n'était jamais assez. Richard l'avait compris, bien plus tôt que moi. Au lieu de courir après cette approbation, il a appris comment rester à proximité. Il est resté à Norfolk, a travaillé tout près, venait souvent en visite, et dînait avec papa, tous les dimanches. Pendant ce temps, j'étais affecté aux 4 coins du monde. La distance entre mon père et moi, est devenue bien plus que de la simple géographie. C'est devenu, une habitude. Les funérailles ont eu lieu, 4 jours plus tard. L'église était bondée. D'anciens voisins, d'anciens collègues, des vétérans, des amis de la famille, et des gens qui connaissaient mon père, depuis des décennies. J'étais assise au 2e rang, vêtu d'une simple robe noire. Beaucoup de gens m'ont approché par la suite. Plusieurs se souvenaient de ma carrière militaire. D'autres se souvenaient de ma mère. Ma mère avait été la personne chaleureuse, la personne douce. Elle était décédée, près de 20 ans plus tôt. Parfois, je pense que la famille a commencé à se désintégrer, le jour où nous l'avons enterrée. Lors de la réception, quelque chose clochait. Richard se déplaçait dans la foule, comme un politicien en campagne, serrant des mains, acceptant les condoléances, racontant des histoires, et faisant des projets. À plusieurs reprises, je l'ai surpris en train de dire la même chose, tout est déjà géré. Ou bien, papa s'est assuré que toute la paperasse soit réglée. Ces commentaires semblaient étranges. Les funérailles venaient à peine de se terminer. La plupart des familles, à ce stade, seraient encore en plein deuil. Mais Richard, lui, parlait déjà comme un homme qui discute affaires. J'ai remarqué que d'autres personnes s'en rendaient compte aussi, mais personne n'a rien dit. Plus tard dans l'après-midi, je me suis retrouvé seul, près du parking de l'église. Une pluie fine avait commencé à tomber.
Richard s'est approché, portant 2 gobelets de café en carton. Il m'en a tendu un. Pour le bon vieux temps, a-t-il dit. Nous sommes restés là, silencieusement, à regarder les gens partir. Puis, il a parlé, papa a tout simplifié, avant sa mort. Je l'ai regardé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que la succession ne devrait pas être compliquée. Il y avait quelque chose de trop préparé dans cette réponse, comme s'il s'était entraîné à la dire. Je me souviens avoir senti un petit nœud se former dans mon estomac. Pas de la peur, juste de l'incertitude. Une semaine plus tard, Richard m'a invité à rencontrer son avocat. Cet avocat s'appelait Steven Granger. Son bureau se trouvait dans un vieux bâtiment en briques, au centre-ville. Rien d'extravagant. La réunion semblait routinière, du moins au début. Steven m'a expliqué que papa avait organisé divers documents successoraux, avant son décès. Plusieurs formulaires nécessitaient la signature des 2 héritiers. Selon lui, cela permettrait d'éviter des retards. J'ai posé des questions. Quelques-unes, mais pas assez. C'est une erreur que j'assumerai toujours. Le deuil rend les gens vulnérables. Même les personnes disciplinées, et je dirais même, surtout les personnes disciplinées. On est fatigué, distrait, et émotionnellement épuisé. On veut que les choses difficiles se terminent, et non qu'elles s'éternisent. La pile de papier était épaisse. Page après page. Du jargon juridique. Des descriptions de propriétés, des références à des fiducies, des accords de transfert. La majeure partie semblait être une simple formalité. Richard était assis silencieusement à côté de moi, hochant la tête de temps à autre, et me rassurant parfois. Ce sont juste des documents standards. Avec le recul, c'est la partie qui me dérange le plus. Non pas la tromperie, mais la confiance. Je faisais confiance à mon frère. Peut-être pas complètement, mais suffisamment. Et c'était tout ce dont il avait besoin. J'ai signé chaque page, chaque ligne de signature, et apposé chaque paraphe requis. Ensuite, je suis rentré chez moi, en croyant que tout avait été géré correctement. Pendant un temps, la vie est redevenue normale. Je travaillais dans mon jardin, je faisais parfois du bénévolat dans un centre pour vétérans, et je passais du temps avec des amis. Les mois ont passé. Puis un après-midi, une lettre officielle est arrivée. Je l'ai ouverte à la table de ma cuisine. Au moment où j'ai fini de lire, j'ai senti quelque chose de glacial s'installer dans ma poitrine. D'après les dossiers de la succession, Richard possédait désormais presque tout. La maison familiale, la propriété au bord du lac, les comptes d'investissement, les propriétés locatives, et virtuellement, l'intégralité de l'héritage. Mon héritage avait disparu, légalement transféré, avec ma propre signature en bas de page. J'ai appelé Richard immédiatement. Il a répondu à la 2e sonnerie, presque comme s'il s'y attendait. « Tu as enfin reçu les papiers ?» a-t-il demandé. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine. « Tu m'as piégé. » Il y a eu un silence, puis un soupir. « Non, Evelyne, tu as signé de ton plein gré. Tu savais ce que tu signais. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. » Une autre pause. Puis, sa voix s'est durcie. « Papa voulait que ce soit moi qui gère les choses. » Cette déclaration m'a frappé, plus durement que je ne m'y attendais. Non pas parce que j'y croyais, mais parce que j'avais passé toute mon enfance à en entendre différentes versions. Richard était digne de confiance. On pouvait compter sur Richard. Richard était resté. Et Richard comptait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. La colère allait et venait, par vagues. Tout comme la gêne, d'ailleurs. À 67 ans, après des décennies passées dans la marine, je m'étais fait déjouer par mon propre frère. Du moins, c'est ce que je croyais. Le lendemain matin, plusieurs amis m'ont pressé d'engager un avocat immédiatement. Certains voulaient que je porte plainte. D'autres voulaient que je rende l'affaire publique. J'ai écouté, puis j'ai refusé. Non pas parce que j'acceptais la défaite, mais parce que quelque chose me semblait anormal. La situation semblait trop nette, trop parfaite. La vraie vie fonctionne rarement de cette façon. Les années de service militaire m'avaient appris une chose importante. Quand le tableau a l'air trop propre, c'est qu'il vous en manque probablement une partie. Alors, au lieu de réagir de manière impulsive,
j'ai demandé des copies de chaque document que j'avais signé, de chaque page, de chaque pièce jointe, de chaque annexe. Le colis est arrivé, 2 semaines plus tard. J'ai étalé les papiers, sur la table de ma salle à manger. Pendant des heures, j'ai lu lentement, attentivement, et ligne par ligne. Vers minuit, j'ai atteint une section enfouie, au plus profond d'un accord de transfert. Un paragraphe, que la plupart des gens auraient sauté. Un paragraphe que Richard ne s'attendait manifestement jamais, à ce que je remarque. J'ai arrêté de lire. Puis, je l'ai relu, et cette fois, j'ai souri. Je suis resté assise à la table de ma salle à manger, jusqu'à près de 2 heures du matin. La maison était complètement silencieuse, à l'exception du tic-tac d'une vieille horloge murale, que ma mère avait achetée, dans les années 1980. L'accord de transfert était grand ouvert, sous une lampe de lecture. La plupart des gens auraient manqué ce paragraphe. À vrai dire, je l'ai presque manqué, moi aussi. La clause était noyée dans un jargon juridique très dense, à mi-chemin d'une section faisant référence à une ancienne fiducie familiale. Une phrase a attiré mon attention, puis une autre, puis encore une autre. La formulation n'avait rien de dramatique. Il n'y avait pas de signaux d'alarme clignotants, ni de pièges juridiques géants, cachés à la vue de tous. Juste une simple déclaration, indiquant que tout bénéficiaire recevant des actifs transférés, assumerait également toutes les obligations, toutes les dettes, toutes les garanties, toutes les charges, et toutes les responsabilités financières, attachées à ces actifs. Je me suis penché en arrière, très lentement. Quelque chose, dans cette formulation, me semblait familier. Très familier même. Pendant plusieurs minutes, j'ai fixé le plafond. Puis, je me suis soudainement souvenu d'une conversation, datant de près de 12 ans plus tôt. Mon père m'avait invité à déjeuner, lors de l'une de mes visites à la maison. Nous nous étions retrouvés dans un restaurant de fruits de mer, près du front de mer. Ce n'était pas un déjeuner particulièrement agréable. D'ailleurs, la plupart des conversations avec Walter Carter ne l'étaient jamais. Mais vers la fin du repas, il s'était plaint de problèmes d'argent. Cela seul m'avait surprise. Mon père admettait rarement une faiblesse, et encore moins, une faiblesse financière. Il avait mentionné un investissement commercial qui avait échoué, quelque chose impliquant le développement de propriétés commerciales. À l'époque, je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention. Les détails semblaient tout simplement ennuyeux. Ce dont je me souvenais à présent, c'était de sa frustration, et d'une phrase bien précise, « J'ai dû tout mettre en garantie. » Absolument tout. Ce souvenir a continué à me tracasser. Le lendemain matin, j'ai sorti un vieux carnet, où je notais parfois, des informations sur la famille. C'était là. Une courte note, écrite 12 ans plus tôt. Papa contrarié. Prêt immobilier commercial, propriété du lac en garantie, refinancement possible. Rien d'autre, juste ces quelques notes. Mais elles suffisaient à piquer ma curiosité. Et la curiosité a toujours été une chose dangereuse, pour les personnes qui préfèrent les mensonges confortables. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à enquêter. Pas de façon obsessionnelle, mais avec méthode. De la même manière que j'avais abordé les audits militaires, pendant des années. Un document à la fois, un fait à la fois. Pas de suppositions, pas de conclusions hâtives basées sur l'émotion, juste des preuves. Je me suis rendu au bureau des registres du comté, j'ai discuté avec des greffiers, j'ai demandé des dossiers, et j'ai examiné des registres publics. La plupart des employés étaient très amicaux, une fois qu'ils comprenaient que je ne cherchais pas des ragots. Je cherchais de la paperasse. La paperasse dit la vérité, quand les gens s'y refusent. Plus je creusais, plus les choses devenaient étranges. Mon père avait bel et bien contracté de multiples prêts, au fil des ans. Certains étaient tout à fait normaux, d'autres non. Plusieurs semblaient liés à des entreprises commerciales, qui avaient discrètement fait faillite. Des propriétés avaient été mises en garantie. Des actifs avaient été utilisés comme levier. Des actes de caution avaient été signés. Certaines dettes avaient été refinancées à plusieurs reprises, plutôt que d'être entièrement remboursées. Les chiffres n'étaient pas catastrophiques, mais ils n'étaient certainement pas négligeables non plus, et ils ne justifiaient définitivement pas les célébrations de Richard. Pendant ce temps, Richard semblait profiter de la vie. Des amis communs mentionnaient parfois l'avoir vu, en ville. Il avait commencé à conduire un nouveau SUV de luxe. Il parlait de rénover la maison du lac.
Une connaissance m'a dit que Richard s'était décrit comme l'unique gardien de l'héritage familial. Cette phrase m'a fait rire en réalité. Non pas parce qu'elle était drôle, mais parce qu'elle ressemblait exactement à quelque chose que mon père aurait pu dire. Un après-midi, mon amie de longue date, Martha, est passée avec un plat en cocotte. Les gens de mon âge apportent toujours des plats faits maison, quand la vie devient compliquée. C'est l'une des choses que j'adore dans notre génération. Martha s'est assise à la table de ma cuisine, pendant que je classais mes papiers. Elle m'a regardé trier des dossiers. « Tu ne vas pas le poursuivre en justice ?» J'ai secoué la tête, « Pas encore. » Elle a froncé les sourcils. « Evelyne, il a volé ton héritage. » J'ai souri, « Peut-être. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je n'ai pas encore tous les éléments en main. Martha a regardé la montagne de documents. Ça m'a tout l'air d'être assez d'éléments. Pas le moins du monde. Le service militaire enseigne la patience. Les séries télévisées font croire aux gens que la justice est rendue rapidement. La vraie vie fonctionne rarement de cette façon. La vraie vie avance à travers les bureaux des registres, les relevés bancaires, les déclarations immobilières, les documents fiscaux, et tous ces détails ennuyeux. La plupart des erreurs majeures se produisent parce que les gens cessent de prêter attention aux détails ennuyeux. L'erreur de Richard, je le soupçonnais, se cachait quelque part à l'intérieur de ces détails. Je ne l'avais juste pas encore trouvé. Puis, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Un nom. Celui d'un cabinet comptable, que mon père avait utilisé des années plus tôt. Le cabinet n'existait plus. Mais, après plusieurs appels téléphoniques, j'ai retrouvé un comptable à la retraite, du nom de Charles Benson. Il a accepté de me rencontrer pour prendre un café. Charles avait 78 ans, et l'esprit aussi vif qu'une lame de rasoir. Dès l'instant où j'ai mentionné Walter Carter, il a soupiré, voilà un nom, que je n'ai pas entendu depuis des années. Je lui ai montré plusieurs documents publics. Il a ajusté ses lunettes, et les a étudiés très attentivement. Au bout de quelques minutes, il a hoché la tête, je me demandais, quand tout cela finirait par refaire surface. Mon cœur s'est légèrement accéléré. De quoi s'agit-il exactement ? Charles a tapoté une page. Votre père a passé des années à restructurer des dettes. À combien s'élevaient ces dettes ? Il a hésité. Assez pour l'empêcher de dormir la nuit. Charles ne pouvait pas divulguer d'informations confidentielles. L'éthique professionnelle comptait encore beaucoup pour lui, mais il pouvait discuter des dossiers accessibles au public, et il l'a fait. Ce qui en est ressorti, c'était une image que je n'avais jamais pleinement comprise. Mon père avait été riche, du moins en apparence, mais une grande partie de cette richesse était devenue de plus en plus complexe. Certains actifs s'accompagnaient d'obligations. D'autres comportaient des garanties. Plusieurs propriétés étaient soumises à des montages financiers, qui nécessitaient une gestion minutieuse. L'héritage n'était pas un coffre au trésor. C'était plutôt comme une machine compliquée. Un seul faux pas pouvait déclencher de lourdes conséquences. Pendant le trajet du retour, je repassais la conversation en boucle, dans ma tête. Quelque chose a fini par faire tilt. Richard n'avait pas réellement examiné ce qu'il avait hérité. Il n'avait regardé que ce qu'il croyait avoir hérité. Ce sont des choses très différentes. L'une est la réalité, l'autre n'est qu'une supposition. Et les suppositions coûtent cher. Quelques semaines plus tard, j'ai eu une autre surprise. Un ancien employé, de l'une des entreprises de mon père, m'a contacté. Il s'appelait Tom Reyes. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant, en dehors de Norfolk. Tom a apporté un dossier usé, contenant des documents qu'il avait légalement conservés, après la fermeture de l'entreprise. La plupart étaient ordinaires, mais un dossier faisait référence à des garanties personnelles, rattachées à des prêts commerciaux. La signature de mon père y apparaissait à de multiples reprises. Plusieurs références renvoyaient à des propriétés, qui appartenaient désormais à Richard. J'ai remercié Tom, et j'ai conduit jusque chez moi, avec le dossier posé à côté de moi, sur le siège. Pour la première fois depuis la mort de papa, j'ai senti que la situation basculait. Pas une victoire, mais de la clarté. La chose étrange à propos de la vengeance, c'est que la plupart des gens l'imaginent comme une expérience émotionnelle. Pleine de rage, de confrontation, et d'humiliation. La réalité peut être beaucoup plus silencieuse. Parfois, la vengeance consiste simplement à rester immobile,
pendant que quelqu'un court à toute vitesse, vers une falaise. Vous ne le poussez pas. Vous ne lui faites pas de croche-patte. Vous refusez tout simplement de l'arrêter. À la fin de l'automne, la confiance de Richard semblait grandir. Tout comme ses dépenses, d'ailleurs. J'ai entendu dire qu'il avait engagé des entrepreneurs, commandé des rénovations, et commencé à discuter d'investissements futurs. Cet homme se comportait comme quelqu'un qui avait hérité de millions. J'avais presque de la peine pour lui. Presque. Un soir, je me suis assise seule sous la véranda à l'arrière, pour regarder le soleil disparaître, derrière les arbres. La pile de documents reposait à côté de moi. Les preuves devenaient impossibles à ignorer. L'accord de transfert que Richard m'avait forcé à signer, ne se contentait pas de transférer des actifs. Il transférait aussi des responsabilités, absolument toutes les responsabilités, et ce de manière tout à fait légale. Et si ma compréhension était exacte, Richard avait accepté des obligations bien plus lourdes, qu'il ne le réalisait. J'ai pensé à l'appeler, à le prévenir, et à lui expliquer ce que j'avais trouvé. Au lieu de cela, j'ai plié les papiers, et je les ai ramenés à l'intérieur. Pendant la majeure partie de notre vie, Richard avait cru que les conséquences étaient des choses qui n'arrivaient qu'aux autres. Il était peut-être temps, finalement, qu'il affronte les siennes. Et quelque part, au fond de moi, j'avais le pressentiment que cette confrontation arriverait plus tôt, que nous ne l'aurions cru tous les deux. Le premier créancier est apparu, 3 mois plus tard. Je n'y ai pas assisté moi-même. J'en ai entendu parler, par l'intermédiaire d'un de nos amis communs. Apparemment, Richard organisait une petite réception à la Maison du Lac. Rien d'extravagant. Juste quelques amis, des voisins, et un entrepreneur discutant des plans de rénovation. Au milieu de l'après-midi, un représentant d'une institution financière s'est présenté, demandant des documents concernant l'une des propriétés. D'après ce que l'on m'a raconté, Richard l'a éconduit, en lui disant qu'il devait y avoir une erreur. Le représentant est resté poli, a laissé une carte de visite, et est reparti en voiture. Richard en a ri, par la suite. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. À l'époque, il croyait toujours qu'il était l'homme le plus intelligent de la pièce. Une semaine plus tard, une autre lettre est arrivée. Celle-ci ne m'était pas adressée. Elle était adressée à Richard. Je ne l'ai su que parce que ma cousine, Linda, m'a appelé. Les nouvelles de famille voyagent vite. Et plus particulièrement, les mauvaises nouvelles de famille. Evelyne, a-t-elle commencé prudemment. As-tu parlé à Richard, récemment? Non. Quelque chose semble clocher. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. En partie parce que je le savais déjà, et en partie, parce que je voulais entendre son explication. Linda a baissé la voix. Il dit que des créanciers n'arrêtent pas de le contacter. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine. Les feuilles commençaient à tomber des arbres. L'automne s'était installé sur la Virginie. Quel genre de créancier? Il ne l'a pas dit. Bien sûr, qu'il ne l'avait pas dit. Les gens discutent rarement de leurs problèmes financiers, avant d'être complètement noyés sous les dettes. En novembre, la situation semblait s'aggraver. Des avis de propriété, des demandes de renseignements fiscaux, des communications sur le service des prêts, des demandes de documents. La plupart étaient des envois de routine. Le problème n'était pas une seule lettre en soi. Le problème, c'était le volume. Une lettre peut être ignorée. Mais 20 lettres, cela devient beaucoup plus difficile à écarter. Pendant ce temps, je continuais à vivre ma vie ordinaire. Tous les mardis et jeudis, je faisais du bénévolat dans un centre pour vétérans, près de Richmond. J'aidais à classer les dossiers, je coordonnais les rendez-vous, et, occasionnellement, j'assistais les anciens combattants plus âgés, avec leur paperasse. Ce travail me permettait de garder les pieds sur terre. Beaucoup des hommes et des femmes, qui visitaient le centre, avaient dû faire face à des défis bien plus grands, que des querelles d'héritage, des blessures de combat, le veuvage, la maladie, et la solitude. Comparé à ces luttes, la cupidité familiale semblait presque dérisoire. Presque. Un après-midi, un marine à la retraite nommé Frank, a remarqué que j'avais l'air distraite. Frank avait 82 ans. Le genre d'homme, capable de repérer un problème à 100 mètres de distance. Quelque chose vous tracasse, commandant? J'ai souri. La plupart des anciens combattants n'arrêtent jamais d'utiliser les titres militaires.
Un problème de famille. Il a hoché la tête, d'un air entendu. La pire des catégories. Cela m'a fait rire, pourquoi dites-vous ça? Parce qu'on ne peut pas demander une mutation. À l'approche de l'hiver, les nouvelles concernant Richard sont devenues de plus en plus préoccupantes. Les rénovations à la maison du lac se sont soudainement arrêtées. Les entrepreneurs ne revenaient plus. Plusieurs achats prévus ont été annulés. Le SUV de luxe était toujours là, mais beaucoup de ces grands projets s'étaient discrètement évanouis. Je soupçonnais que la réalité commençait à se faire sentir. La réalité frappe rarement à la porte. Elle entre tout simplement, et elle s'installe. Puis, il y a eu l'appel téléphonique. Le premier de la part de Richard, depuis notre dispute quelques mois plus tôt. C'est arrivé lors d'une froide soirée de décembre. Je lisais un livre, quand mon téléphone a sonné. Son nom s'est affiché sur l'écran. Pendant quelques secondes, j'ai envisagé de laisser le répondeur prendre le message. À la place, j'ai répondu « Allô ». Il y a eu un long silence, puis j'ai entendu sa voix. Evelyne. Il avait l'air différent. Moins confiant, moins lisse, et, d'une certaine façon, plus vieux. Que se passe-t-il, ai-je demandé. Une autre pause a suivi. J'ai une question. J'ai attendu. Est-ce que papa t'a déjà parlé de prêts commerciaux? La question m'a presque fait sourire. Presque. Il y a des années, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas grand-chose. Le silence, une fois de plus. Puis, plus rien. L'appel s'est terminé, moins d'une minute plus tard, mais il m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le château de cartes avait commencé à trembler. Au cours des semaines suivantes, j'ai reçu des nouvelles de temps à autre, par l'intermédiaire d'amis et de proches. Richard rencontrait des comptables. Richard consultait des avocats. Richard demandait des dossiers financiers. Richard devenait, de plus en plus, frustré. Une anecdote, en particulier, est ressortie du lot. Apparemment, il avait confronté Steven Granger, l'avocat qui s'était occupé de la paperasse de la succession. La conversation ne s'était pas bien passée. Richard exigeait des explications. Steven insistait sur le fait que les documents étaient parfaitement valides. Richard l'accusait de négligence. On raconte que Steven a répondu avec une phrase, qui allait plus tard devenir importante, « Vous avez signé exactement ce que vous vouliez signer ». Cette phrase hantait Richard, car elle était vraie. Vers la période de Noël, j'ai rendu visite à la tombe de ma mère. C'était quelque chose que je faisais, tous les ans. Le cimetière se trouvait sur une colline paisible, surplombant une partie de Norfolk. Un vent froid balayait les arbres dénudés. Je me tenais là, tenant un petit arrangement de fleurs d'hiver. Pendant un moment, j'ai simplement parlé. Pas à voix haute, mais seulement dans ma tête. De la manière dont les gens s'adressent souvent, aux êtres chers qui ont disparu. Je me suis surprise à penser à mes parents, à leur mariage, à leurs erreurs, à leurs forces, et à leurs échecs. Pour la première fois, je me suis demandé si mon père avait pleinement compris le gâchis qu'il laissait derrière lui. Peut-être que oui. Peut-être que non. Les morts répondent rarement aux questions. Le mois de janvier a apporté de nouveaux développements. Des registres publics ont révélé des obligations supplémentaires, rattachées à plusieurs propriétés. Rien d'illégal, rien de frauduleux. C'était juste coûteux, très coûteux. Le genre d'obligation qui transforme une fortune apparente en un véritable fardeau. Un après-midi, j'ai de nouveau étalé l'ensemble des documents sur la table de ma salle à manger. Les références de prêt, les dossiers immobiliers, les garanties, les obligations fiscales, les clauses de la fiducie et les accords de transfert. Je les ai examinés avec soin. À ce stade, le schéma était évident. Richard avait hérité de chaque actif, ainsi que de chaque responsabilité rattachée à ses actifs. Les deux étaient indissociables. L'accord était parfaitement clair sur ce point. L'ironie de la situation ne m'avait pas échappé. Si Richard avait divisé l'héritage équitablement, nous aurions tous les deux partagé ce fardeau. Mais au lieu de cela, la cupidité avait tout concentré, en un seul endroit. Les avantages, les risques, les obligations, la totalité. Il avait voulu tout le gâteau pour lui seul. Maintenant, il possédait la boulangerie entière, avec toutes ses dettes. En février,
Les rumeurs se propageaient dans tout Norfolk. Les gens, qui autrefois louaient l'instinct des affaires de Richard, étaient devenus plus silencieux. L'admiration s'estompait. Les questions remplaçaient les compliments. Personne n'aime discuter publiquement de problèmes financiers, et particulièrement ceux qui ont passé des années à se vanter de leur réussite. C'est alors qu'une autre surprise est arrivée. Une lettre recommandée. Celle-ci m'était adressée. À l'intérieur, se trouvait un avis formel, concernant l'audience finale d'homologation. Les dernières questions liées à la succession seraient bientôt résolues devant le tribunal. La présence était obligatoire. J'ai lu l'avis 2 fois, puis une 3e fois. La date de l'audience était fixée à 6 semaines plus tard. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat. Contrairement à Richard, j'avais fini par en engager un. Non pas pour me venger, mais pour me protéger. Il s'appelait Michael Harris, un homme pragmatique, avec des décennies d'expérience. Après avoir examiné l'avis d'audience, il m'a posé une simple question, « Êtes-vous prête ?» J'ai jeté un regard au dossier, empilé soigneusement à côté de mon bureau. Chaque document, chaque registre, chaque élément de preuve. Oui. Vous avez l'air très sûr de vous. Je le suis. Michael a gloussé doucement. J'ai remarqué une chose chez vous, Evelyn. De quoi s'agit-il? Vous n'avez jamais l'air aussi calme, à moins d'avoir de meilleures cartes en main, que tous les autres. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence, pendant plusieurs minutes. L'audience approchait. C'était le moment pour lequel Richard avait travaillé, pendant près d'1 an. Ce moment qui, selon lui, assurerait définitivement sa victoire. Ce qui était étrange, c'est que je ne me sentais plus en colère. Déçu, oui, et blessé, très certainement. Mais la colère s'était dissipée. À sa place, il y avait quelque chose de plus simple. De l'acceptation. Les faits étaient les faits. Les documents restaient des documents. Bientôt, tout le monde les verrait. Et quand ce serait le cas, Richard découvrirait enfin que gagner et tirer profit ne sont pas toujours la même chose. L'audience finale devait avoir lieu dans 6 semaines. Et, pour la première fois depuis la mort de mon père, je croyais fermement que la vérité était sur le point de tous nous rattraper. Le matin de l'audience s'est levé, froid et gris. Les hivers en Virginie ont le don de rendre chaque chose beaucoup plus silencieuse. Les routes, les arbres et même les gens. J'ai quitté ma maison de ville, avant le lever du soleil, et j'ai conduit vers Norfolk, avec un thermos de café posé à côté de moi. Le palais de justice m'était familier. Non pas parce que je passais du temps dans les salles d'audience, mais parce que les bâtiments gouvernementaux ont tendance à se ressembler, de manière frappante. Ils sont sobres, fonctionnels, et totalement indifférents aux drames humains. En garant ma voiture, je suis resté assise un moment, à regarder à travers le pare-brise. Près d'1 an s'était écoulé, depuis le décès de mon père. Une année de paperasse, une année de découverte, une année passée à observer les suppositions, se heurter lentement à la réalité. Et maintenant, tout allait enfin se rejoindre. À l'intérieur du palais de justice, des avocats se déplaçaient dans les couloirs, emportant des dossiers. Des familles étaient assises sur des bancs. Des greffiers se pressaient, entre les bureaux. La vie continuait. Personne ne semblait particulièrement intéressé par le litige de la famille Carter, ce qui, étrangement, me réconfortait. Pour nous, l'affaire prenait des proportions énormes. Mais, pour le reste du monde, ce n'était rien de plus qu'une affaire parmi tant d'autres. J'ai retrouvé mon avocat, Michael Harris, près de l'entrée de la salle d'audience. Il m'a salué d'un signe de tête. « Vous avez dormi, la nuit dernière ?» « Un peu. » Il a souri. C'est plus que ce que la plupart des gens arrivent à faire, avant une audience. J'ai regardé en direction des portes fermées de la salle d'audience. « Comment pensez-vous que ça va se passer ?» Michael a ajusté ses lunettes. De la même manière que les faits se déroulent généralement. C'était l'une des raisons pour lesquelles je l'appréciais. Il n'était pas dans la dramatisation. Quelques minutes plus tard, Richard est arrivé. Je l'ai à peine reconnu. Pas sur le plan physique, mais émotionnel. La confiance qu'il affichait depuis des mois était lézardée. Toujours présente, certes, mais fissurée. Il avait l'air fatigué. Son costume valait cher, mais pas l'expression de son visage.
Steven Granger, son avocat, marchait à ses côtés en portant plusieurs dossiers. Aucun des deux hommes n'avait l'air heureux. Pendant un bref instant, Richard et moi nous sommes retrouvés face à face, dans le couloir. Sans public, sans juge, sans avocat pour parler à notre place. Juste un frère et une sœur. Les mêmes frères et sœurs, qui faisaient du vélo dans les quartiers de Norfolk, 50 ans plus tôt. Les mêmes frères et sœurs, qui partageaient autrefois une balançoire dans le jardin. Les mêmes, qui avaient fini par se retrouver ici. C'est Richard qui a brisé le silence, le premier. Tu aurais pu me prévenir. Cette déclaration m'a surprise. Je l'ai dévisagée. Te prévenir de quoi? Sa mâchoire s'est contractée. Tu sais très bien de quoi. J'ai secoué la tête. Non, Richard. Je ne sais vraiment pas, car, au fond, la vérité était simple. Je n'avais pas créé son problème. Je l'avais simplement découvert. Et c'est une différence de taille. Une différence très importante. La salle d'audience s'est remplie progressivement. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Puis, l'audience a commencé. Au début, la procédure semblait tout à fait routinière. Des questions de forme, des résumés sur la succession, des clarifications juridiques, et des références à des documents, déjà versés au dossier. Rien de dramatique. Rien d'émotionnel. Le genre de processus, qui ennuierait probablement la plupart des gens. Mais sous la surface, la tension montait. Je pouvais la sentir. Et Richard aussi. Environ une heure après le début de l'audience, la discussion s'est orientée vers les accords de transfert finaux. Les documents sur lesquels Richard s'était appuyé, pendant près d'un an. Ces mêmes documents, que j'avais signés, en pleine période de deuil. Et ces mêmes documents, qui lui avaient transféré presque tout. Steven Granger a présenté sa position, avec assurance. La propriété avait été transférée. Les accords étaient parfaitement valides. La distribution de la succession était achevée. Simple, propre et définitif. Du moins, c'était là son argument. Puis, le juge a demandé s'il y avait encore des préoccupations en suspens. Michael s'est levé. Il y en a, votre honneur. La salle est devenue légèrement plus silencieuse. Michael s'est approché du banc calmement, avec méthode, à la manière dont procèdent souvent les avocats expérimentés. Pas de mise en scène, pas de grands discours, rien que des faits. Il a commencé à discuter de la formulation de la fiducie, puis des clauses de transfert, et enfin, des obligations rattachées aux actifs transférés. Plusieurs personnes se sont mises à relire les documents, y compris le juge, y compris Steven Granger, et y compris Richard. J'observais le visage de Richard avec attention. Au début, il a semblé confus, puis irrité, puis inquiet. Cette progression s'est faite lentement, comme des nuages d'orage qui s'amoncellent. Michael a attiré l'attention de l'Assemblée, vers une section bien spécifique. La même section, que j'avais découverte des mois plus tôt, à la table de ma salle à manger. Le même paragraphe que personne ne semblait avoir examiné de près, ou peut-être, que personne n'avait compris. La formulation était pourtant sans ambiguïté. Tout bénéficiaire recevant des actifs transférés, assumait également toutes les obligations, toutes les dettes, toutes les garanties, toutes les charges, et toutes les responsabilités financières, qui y étaient associées. Pas seulement une partie, mais la totalité. Le juge a ajusté ses lunettes, et a relu la clause, puis l'a relue une deuxième fois. Steven Granger s'est penché en avant. Son expression a brusquement changé. Pour la première fois de la matinée, l'incertitude est apparue sur son visage. Richard s'est tourné vers son avocat. Qu'est-ce que ça veut dire? Steven n'a pas répondu immédiatement, ce qui valait toutes les réponses du monde. D'autres documents ont suivi. Des registres de propriété, des dossiers de prêt, des accords de garantie, des déclarations publiques, et de lourdes obligations financières, directement liées aux actifs, que Richard possédait désormais. Un par un, avec méthode, et de façon implacable. Pas de simples accusations, mais des preuves. L'atmosphère, à l'intérieur de la salle d'audience, a donc commencé à changer. Les gens comprenaient, peu à peu, la situation. L'héritage n'était pas simplement un ensemble de propriétés. C'était un tout indissociable. Les actifs et les obligations, les avantages et les fardeaux.
il était impossible de séparer les uns des autres. Les documents l'établissaient, de manière claire et nette. Puis est arrivé le moment dont je me souviens encore, avec le plus d'acuité. Le moment qui a lancé cette histoire. Richard s'est adossé à sa chaise, essayant de reprendre le contrôle, essayant de projeter une image de confiance, et tentant de se convaincre lui-même, que la situation ne lui échappait pas. Il m'a regardé, droit dans les yeux, profite bien de ta retraite. Plusieurs têtes se sont tournées. Ensuite, il a prononcé la réplique qu'il avait manifestement répétée, sans maison. J'ai souri. Non pas parce que je prenais plaisir à le voir souffrir, mais parce que, pour la première fois de l'année, nous parlions enfin de la réalité, mais, tu as oublié une chose. La salle s'est figée. Steven Granger a levé les yeux, immédiatement. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai croisé son regard. Vous n'avez jamais fini de lire l'accord. Pendant plusieurs secondes, personne n'a dit un mot. Le silence paraissait, incroyablement pesant. Ensuite, le juge a commencé à poser des questions. Des questions détaillées. Des questions spécifiques. Des questions sur les obligations, sur les transferts de responsabilité, et sur les clauses de la fiducie. Des questions qui devenaient, de plus en plus difficiles, pour la défense de Richard, car les réponses figuraient noir sur blanc, dans le texte. Finalement, le tableau est devenu une évidence. L'accord que Richard m'avait forcé à signer, avait bel et bien transféré la propriété, de manière totale, légale, et irrévocable. Mais la propriété, n'était pas la seule chose à avoir été transférée. La responsabilité l'avait été, également. Chaque obligation, rattachée à chaque actif, appartenait désormais à la personne, qui possédait ces actifs. Richard. J'ai vu la prise de conscience, se propager sur son visage. Ce n'était pas dramatique. Pas de cris, pas d'effondrement, juste la compréhension. Une compréhension lente, douloureuse, du genre qui s'installe, lorsque le déni ne trouve finalement plus d'endroit, où se cacher. Le juge a examiné les documents, une dernière fois, puis a rendu sa décision. Les accords de transfert, restaient valides. Les transferts de propriété, restaient valides. Les obligations associées, restaient tout aussi valides. L'ensemble demeurait exactement tel qu'il avait été rédigé. Richard possédait la succession. La totalité de la succession. La maison familiale, la propriété du lac, les actifs d'investissement, les intérêts commerciaux, chaque élément, ainsi que chaque responsabilité rattachée à ces éléments. L'audience s'est terminée, moins de 30 minutes plus tard. Les gens ont rassemblé leurs papiers. Les avocats ont rangé leurs mallettes. Le public est sorti, dans le calme. La vie reprenait son cours, comme elle le fait toujours. Je suis restée assise, pendant un moment, sans faire la fête, sans me sentir triomphante, me contentant d'absorber le caractère définitif, de la situation. Pendant des mois, tout le monde avait supposé que j'étais la victime. Je l'étais peut-être au début, mais quelque part en cours de route, les faits avaient remplacé les suppositions. Et les faits ont une façon tout à fait remarquable, d'assurer eux-mêmes leur propre défense. En me levant pour partir, j'ai jeté un coup d'œil à travers la salle. Richard était toujours assis sur sa chaise, immobile, fixant les documents étalés devant lui. Pour la première fois depuis près d'un an, il ne regardait pas un héritage. Il regardait la vérité. Et la vérité pesait bien plus lourd, que la fortune qu'il croyait avoir remportée. Les gens imaginent souvent, que la vengeance se termine par une victoire spectaculaire. Une décision de justice, une révélation choquante, un ennemi terrassé, et puis, le générique de fin. La vraie vie n'est pas comme ça. La vraie vie continue d'avancer. Les factures continuent d'arriver. Les gens se réveillent toujours le matin. Et les conséquences continuent de se déployer, bien longtemps après que tous les autres ont cessé d'y prêter attention. C'est exactement ce qui s'est produit, après l'audience. Les premières semaines ont été, étrangement calmes. Je suis retourné à Richmond, j'ai repris mon bénévolat au centre pour vétérans, j'ai travaillé dans mon jardin, j'ai fait mes courses, et j'ai payé mes factures. La vie paraissait redevenue, presque ordinaire. Pendant ce temps, Richard entamait un chapitre, très différent de sa vie. Les obligations liées à la succession n'ont pas disparu, simplement parce que l'audience avait pris fin. Au contraire, elles sont devenues bien plus réelles. Les discussions sur la restructuration des prêts se sont intensifiées.
des évaluations immobilières ont été ordonnées. Les examens financiers se sont multipliés. Les créanciers exigeaient des réponses. Les banques réclamaient des documents. Les autorités fiscales exigeaient la conformité. Personne ne se souciait des drames familiaux. Seuls les chiffres comptaient. Pendant des mois, Richard avait considéré l'héritage comme un véritable trophée. À présent, il apprenait que la propriété s'accompagne de responsabilités, et parfois même, d'énormes responsabilités. Et, contrairement aux querelles de famille, les obligations financières n'entendent pas les excuses. Vers le mois d'avril, j'ai appris que la propriété du lac avait été mise en vente. La nouvelle m'est parvenue par un ancien voisin. Je n'étais pas surprise. Les seuls coûts d'entretien étaient déjà très importants. L'ajout des dettes rendait la situation encore plus compliquée. La propriété appartenait à notre famille depuis des décennies. Je me souvenais y avoir pêché avec mon père quand j'avais 10 ans. Je me rappelais ma mère, assise sur le ponton, en train de lire des romans. Je me souvenais des barbecues d'été, des fêtes d'anniversaire, et des photos de famille. Bientôt, tout cela appartiendrait à des inconnus. Cette idée m'attristait, bien plus que je ne l'aurais cru. Non pas parce que je voulais cette propriété, mais parce qu'elle représentait un chapitre de ma vie, qui se fermait à tout jamais. Quelques semaines plus tard, une autre nouvelle est arrivée. La maison familiale allait, elle aussi, être mise en vente. Celle-là m'a frappé, encore plus durement. La vieille maison des Carter était là, depuis plus de 50 ans. Tous les souvenirs importants semblaient y être rattachés. Les matins de Noël, les remises de diplômes, les disputes, les célébrations, les dîners ordinaires, absolument tout. Maintenant, elle devenait une simple annonce de plus, sur le site d'une agence immobilière. Un soir, je me suis retrouvé à conduire à travers Norfolk. Je ne l'avais pas prévu. Parfois, les souvenirs vous attirent vers un endroit, sans crier gare. La maison se dressait exactement là, où elle avait toujours été. Un panneau à vendre trônait près du trottoir. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. Pendant près de 20 minutes, je suis resté assise là, à regarder, à me souvenir, et à faire mon deuil. Non pas le deuil du bâtiment, mais celui du temps. Le temps est la seule chose dont personne n'hérite. Que personne ne conserve. Et que personne ne peut récupérer. Au début de l'été, le cercle social de Richard semblait se rétrécir. Ce n'était pas inhabituel. Le succès attire les foules. Les difficultés les révèlent. Beaucoup des amis, qui avaient célébré son héritage, n'étaient plus dans les parages. Les invitations se faisaient plus rares. Les appels téléphoniques devenaient, de moins en moins fréquents. L'admiration s'était volatilisée. La vie peut parfois se montrer brutalement honnête. Puis, une autre surprise est survenue. Un après-midi, on a frappé à ma porte d'entrée. J'ai ouvert. Richard se tenait là. L'espace d'un instant, aucun de nous n'a dit un mot. La dernière fois que nous nous étions vus, c'était à l'audience, 3 mois plus tôt. Il paraissait plus vieux. Pas radicalement plus vieux, mais juste usé, comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi, depuis un long moment. « Est-ce que je peux entrer ?» a-t-il demandé. Je me suis écarté. Bien sûr. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, cette même table où j'avais découvert la clause, qui avait tout changé. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant plusieurs minutes, Richard a fixé sa tasse de café, en cherchant ses mots. Finalement, il les a trouvés. Est-ce que tu savais? J'avais déjà compris la question. Savoir quoi? Que l'héritage s'accompagnait de toutes ses obligations? J'ai réfléchi attentivement, avant de répondre. L'honnêteté était importante, et tout particulièrement, en ce moment. Non. Il a levé les yeux, et j'ai poursuivi, pas au moment où j'ai signé. Cette réponse a semblé le surprendre. Il s'attendait peut-être à une réponse différente. À une réponse triomphante, cruelle. Au lieu de cela, il a eu la vérité. Je croyais que tu avais tout planifié. J'ai secoué la tête. Je l'ai découvert plus tard. Le silence s'est installé dans la pièce. Une horloge faisait entendre son doux tic-tac, en arrière-plan. Dehors, des oiseaux volaient à travers les arbres. Des sons ordinaires. Une vie ordinaire. Richard s'est frotté le visage.
Tu sais ce qui est drôle? Quoi donc? J'ai passé des années à croire que papa me faisait davantage confiance. Cette phrase est restée suspendue dans les airs. Douloureusement honnête. Douloureusement familière. Aucun de nous n'avait parlé ouvertement de notre enfance, depuis des décennies. Désormais, les souvenirs commençaient à remonter lentement, et avec précaution, comme de vieilles photos que l'on sortirait des placards. Richard a ri avec amertume. Chaque conversation ressemblait à une compétition. J'ai acquiescé, car il avait raison. Notre père comparait tout. Les notes, les emplois, les réussites, et les choix de vie. Ce n'était pas toujours intentionnel, mais ça arrivait constamment. Les enfants remarquent ces choses-là, même quand les adultes s'imaginent le contraire. Je me disais que si je gagnais assez souvent, a ajouté Richard doucement, je finirais par avoir l'impression de compter pour lui. Ces mots m'ont frappé, plus fort que je ne l'aurais cru. Car sous cette cupidité, sous cette tromperie, et sous cette querelle d'héritage, il y avait juste un petit garçon blessé. Ce même petit garçon, qui avait passé des années à essayer d'obtenir son approbation. Exactement ce que j'avais fait, moi aussi. Nous avions tout simplement choisi des méthodes différentes. Pour la première fois, j'ai cessé de voir Richard comme l'homme qui m'avait trompé. J'ai commencé à le voir comme quelqu'un qui avait passé des décennies, piégé à l'intérieur de la même histoire familiale. Avec un rôle différent, certes, mais dans la même histoire. Cela n'excusait pas ce qu'il avait fait. Loin de là, même. Comprendre n'est pas la même chose que de pardonner. Et pardonner n'est pas la même chose que d'oublier. Mais la compréhension vient modifier la forme de la colère. Elle en adoucit quelques-uns de ses angles vifs. Nous avons discuté pendant près de 2 heures. Non pas de poursuites judiciaires, ni d'argent, ni de décisions de justice, mais de notre mère, de nos vieilles vacances, de nos erreurs, et du fait de vieillir. De cette étrange prise de conscience que nos vies étaient désormais plus proches de la fin que de leur commencement. Les gens de plus de 60 ans comprennent parfaitement ce sentiment. Le temps commence à paraître différent, beaucoup plus précieux, plus fragile, et plus honnête. Ainsi, avant de partir, Richard s'est arrêté près de la porte. Il y avait quelque chose qu'il voulait dire, je le voyais bien. Finalement, il a réussi à le formuler, j'ai eu tort. Des mots tout simples. Des mots difficiles à prononcer. Le genre de mots que la plupart des gens attendent trop longtemps pour dire. J'ai hoché la tête, je sais. Après son départ, je suis resté seul un long moment, à regarder la lumière du soleil se déplacer, sur le sol de la cuisine, réfléchissant, méditant. La vengeance que je croyais autrefois vouloir, ne me semblait plus si importante. L'affaire judiciaire était close. La succession était en train de disparaître. L'argent s'évaporait. Les propriétés se vendaient. En fin de compte, rien de tout cela n'avait apporté le bonheur, à qui que ce soit. Ni à mon père, ni à Richard, ni à moi. Ce qui restait, c'était quelque chose de bien plus complexe. 2 frères et sœurs vieillissants, toute une vie de malentendus, et peut-être, pour la toute première fois, une chance de cesser d'être en compétition. Et ce qui était étrange, c'est qu'après tout ce qui s'était passé, cette possibilité me semblait plus précieuse, que n'importe quel héritage ne le pourrait jamais. 1 an après l'audience finale, il restait très peu de choses de la succession des Carter. La propriété du lac avait été vendue. La maison familiale appartenait à une autre famille. La plupart des actifs d'investissement avaient été liquidés. Les obligations financières complexes, qui se cachaient autrefois sous la surface de la richesse de mon père, avaient englouti une grande partie de ce que les gens croyaient être une immense fortune. Si l'on ne regardait que les chiffres finaux, on qualifierait probablement toute cette histoire de véritable tragédie. Et on aurait peut-être raison. Mais, les chiffres racontent rarement toute l'histoire. À ce moment-là, j'avais 68 ans. La retraite s'était transformée en quelque chose de très confortable. Pas d'excitant, ni de glamour, mais juste de très paisible. Et après tout ce qui s'était passé, la paix me semblait être un véritable cadeau. Tous les mardis et jeudis, je continuais mon bénévolat au centre pour vétérans. Ce travail structurait mes journées. Certains matins, j'aidais les anciens combattants à remplir des formulaires. D'autres jours, je me contentais d'écouter. En vieillissant, les gens portent des fardeaux très lourds,
et pas toujours sur le plan physique. C'est parfois émotionnel, des regrets, des pertes, de la solitude, et des souvenirs. Beaucoup ont simplement besoin de quelqu'un, prêt à s'asseoir tranquillement, à leur côté. Un après-midi, un ancien combattant de la guerre de Corée nommé Harold, a partagé quelque chose qui est resté gravé en moi. Nous étions en train de classer des dossiers, quand il a soudainement déclaré, « Vous savez, quand on est jeune, on pense que le but de la vie est d'accumuler des choses. » J'ai souri, et qu'est-ce qui a changé? Il a haussé les épaules, finalement, on se rend compte que la vie consiste surtout, à savoir lâcher prise. Sur le coup, je me suis contenté de hocher la tête. Plus tard, en conduisant pour rentrer chez moi, j'ai réalisé à quel point ces mots décrivaient parfaitement mon propre cheminement. L'héritage, la colère, la compétition, le besoin de prouver quelque chose. Une par une, j'avais commencé à lâcher toutes ces choses. Richard et moi, n'étions pas soudainement devenus les meilleurs amis du monde. La vie ne fonctionne pas ainsi. La télévision raffole des réconciliations spectaculaires. La vraie vie offre généralement quelque chose de plus calme, et de beaucoup plus crédible. Nous nous parlions à l'occasion, nous déjeunions ensemble une fois tous les mois ou deux, et nous nous passions des coups de téléphone. Rien d'extraordinaire, mais l'hostilité avait disparu. Et cela seul, me semblait déjà remarquable. Un samedi après-midi du début de l'automne, Richard m'a appelé à l'improviste. « J'ai trouvé quelque chose », a-t-il dit. « Quel genre de chose ? Je crois qu'il faut que tu vois ça. » Quelques heures plus tard, il est arrivé en portant une petite boîte en bois. La boîte paraissait vieille, fabriquée à la main. Le genre de choses que les gens gardent, sur les étagères d'un placard, pendant des décennies. Sans dire grand-chose, il l'a posée sur la table de ma salle à manger. Cette même table, qui semblait liée à chaque tournant majeur, de toute cette histoire. Puis, il a soulevé le couvercle. À l'intérieur, se trouvaient des photographies, des lettres, des documents militaires, des cartes d'anniversaire, et des souvenirs de famille. Le genre d'objets qui survivent, d'une manière ou d'une autre, bien longtemps après que l'argent se soit envolé. Pendant un instant, aucun de nous n'a touché à quoi que ce soit. Nous avons simplement regardé. Puis, j'ai remarqué une photographie. Ma mère se tenait à mes côtés, lors de la cérémonie de ma remise de diplôme, en tant qu'officier de la marine. Je ne devais pas avoir, plus de 22 ans. Son sourire illuminait l'image. J'avais oublié que cette photo existait. Avec précaution, je l'ai ramassée. Richard en a trouvé une autre. Nous étions tous les quatre, debout devant la propriété du lac. Papa paraissait plus jeune. Maman avait l'air heureuse. Richard et moi, étions couverts de coups de soleil. Nous avons tous les deux ri. Le premier rire sincère, que nous partagions, depuis des années. Pendant des heures, nous avons fait le tri, dans le contenu de la boîte. Chaque objet déverrouillait un nouveau souvenir. Une carte de Noël, écrite de la main de ma mère. Un bulletin scolaire de l'école primaire. De vieilles photos de vacances, des lettres que j'avais envoyées à la maison lors de mes déploiements à l'étranger, et même, quelques mots écrits par mon père. Cela m'a surprise. Walter Carter n'était pas un homme connu, pour coucher ses sentiments sur papier. J'ai fini par déplier l'un des billets. Il n'était pas très long, seulement quelques phrases. La majeure partie concernait des affaires de famille, tout à fait ordinaires. Mais une ligne m'a glacé le sang, prenez soin l'un de l'autre, quand je ne serai plus là. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai tendu à Richard. Il l'a lu en silence. Aucun de nous n'a dit un mot, pendant plusieurs minutes. Et l'ironie ne nous échappait, ni à l'un, ni à l'autre. 2 personnes qui avaient passé près d'une année entière, à se battre pour un héritage. 2 personnes qui avaient failli détruire leur relation. Et, enfouies à l'intérieur d'une boîte oubliée, reposait une simple requête, prenez soin l'un de l'autre. Le soleil a commencé à se coucher, à l'extérieur. Une lumière dorée a inondé la pièce. Comme aucun de nous ne semblait pressé de partir, nous avons apporté la boîte, sur la véranda arrière. C'est là que nous avons continué à trier les souvenirs, pendant que la soirée s'installait doucement, autour de nous. À un moment donné, Richard a tenu en l'air une photographie de notre père. Il l'a fixée pendant un long moment, puis il a dit doucement, j'ai passé la majeure partie de ma vie, à essayer de l'impressionner. J'ai regardé en direction de la cour. Moi aussi. La différence, c'était qu'aucun de nous, n'avait plus besoin de le faire.
Ce chapitre était définitivement clos. La compétition était terminée. Non pas parce que l'un de nous avait gagné, mais bien parce qu'il ne restait, finalement, plus rien à gagner. L'héritage avait disparu. Les propriétés avaient disparu. L'argent, pour la plupart, s'était envolé. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître, la perte de ces choses matérielles a révélé une chose primordiale. Elle n'avait jamais été le véritable enjeu. Le véritable enjeu avait été ce fardeau que nous portions depuis des décennies. De vieilles comparaisons, de vieilles rancœurs et de vieilles blessures. La querelle autour de la succession n'avait fait que les mettre au grand jour. Alors que l'obscurité s'abattait sur la cour, nous avons remis les photographies à l'intérieur de la boîte en bois. Pas avec une attention exagérée, pas de manière cérémonieuse, mais juste de façon très naturelle. Comme le ferait un frère et une sœur, qui terminent une après-midi, passée ensemble. Avant de partir, Richard s'est arrêté sur les marches de la véranda. « Garde la boîte », a-t-il dit. « Tu es sûr ?» Il a acquiescé. « Je pense que maman aurait voulu que tu l'aies. » Après son départ, je suis resté dehors pendant un moment. L'air de la nuit était frais. Quelques étoiles ont fait leur apparition, au-dessus de ma tête. Quelque part au loin, un chien a aboyé. Le quartier était tranquille, d'une banalité des plus paisibles. J'ai repensé à mon père, à ma mère, à l'audience du tribunal, aux documents, à l'héritage, et à tout ce qui s'était passé. Et, j'ai réalisé une chose importante. La chose la plus précieuse que j'ai reçue de l'héritage de ma famille, ne figurait sur aucun testament. Elle n'était protégée par aucune fiducie. Et elle n'avait certainement pas été accordée, dans une salle d'audience. C'était la prise de recul. C'était la compréhension, que certains fardeaux ne valent pas la peine d'être portés éternellement, et que certaines victoires ne valent pas la peine d'être gagnées. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire dans votre propre vie. Peut-être que cela impliquait la famille, peut-être l'amitié, ou peut-être même un malentendu qui a duré bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Si c'est le cas, j'espère que cette histoire vous laissera avec une douce réflexion. Parfois, la paix survient non pas lorsque nous réussissons enfin à vaincre quelqu'un, mais plutôt lorsque nous cessons enfin de mener des batailles qui n'ont plus lieu d'être. Si cette histoire a résonné en vous, j'adorerais lire vos impressions dans les commentaires. Avez-vous déjà vu une famille se déchirer à cause de l'argent, de la fierté ou de vieilles blessures? Et, si vous avez réussi à retrouver le chemin vers la paix, votre témoignage pourrait peut-être aider quelqu'un d'autre. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous. Prenez soin des personnes qui comptent vraiment. Et, si vous souhaitez écouter d'autres histoires de ce genre, vous êtes toujours les bienvenus pour vous joindre à nous.